bien, nous allons poursuivre donc cette matinée. Nous avons même la clôturée. Et je vais avoir le plaisir d'accueillir Marta de Cidrac, qui est sénatrice des Yvelines, avec laquelle nous allons échanger donc, et revenir sur les principaux thèmes que nous avons évoqués durant cette matinée. Donc, pour cette session économie circulaire, un défi collectif. Donc, si vous voulez bien regagner vos places pour que l'on puisse poursuivre. Alors, Marta de Cidrac, d'abord je vais dire quelques mots pour vous présenter à ceux qui ne vous connaîtraient pas. Vous êtes architecte de formation, vous avez créé votre cabinet à Saint-Germain-en-Laye, vous avez été aussi enseignante en construction à l'université de Cergy-Pontoise, avant de vous investir dans la vie politique locale à Saint-Germain-en-Laye, puis de devenir sénatrice des Yvelines donc, en 2017 et vice-présidente de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable. Et vous avez été aussi rapporteur de la loi relative à la lutte contre le gaspillage et l'économie circulaire, dite la loi AGEC, qui a été adoptée en 2020. Donc vous avez plusieurs casquettes, si j'ose dire, qui vous rendent totalement pertinentes pour cette session donc, de clôture. Alors, on a abordé durant la matinée différentes thématiques sur les ressources, sur la nécessité de substituer les ressources fossiles par d'autres, sur l'économie circulaire. Alors, l'économie circulaire, je vais commencer un peu par cet échange, par ce premier sujet, puisque vous avez été rapporteur de la loi AGEC. Donc, c'était il y a 5 ans. Déjà. Aujourd'hui, donc, la loi AGEC, qui était destinée à organiser et à favoriser l'économie circulaire. Première question un peu, qu'est-ce qu'elle prévoit, qu'est-ce qu'elle a comme point pour justement protéger les ressources et quel bilan faites-vous 5 ans après de cette loi ? Écoutez, tout d'abord, merci de votre invitation et je suis ravie de partager ces moments d'échange avec vous. L'économie circulaire, qu'est-ce que c'est ? Alors, je vais revenir peut-être en arrière pour planter un petit peu le décor et qu'on comprenne pourquoi aujourd'hui, 5 ans plus tard, après la promulgation de la loi, qui donc a été officiellement promulguée le 10 février 2020, je rappelle, parce que je reviendrai là-dessus, juste avant période Covid. Voilà, rappelons-nous, parce qu'il y a des sujets autour de l'économie circulaire et du gaspillage qui a été très impactant avec cette période Covid. Aujourd'hui, à 5 ans, donc, ce texte de loi est directement issu de ce qui, à l'époque, s'appelait la feuille de route pour l'économie circulaire et feuille de route qui ouvrait des voies et des pistes de réflexion, mais n'avait pas de vecteur législatif pour pouvoir mettre en œuvre dans les territoires, plus largement pour l'ensemble des citoyens, un certain nombre de mesures qui aujourd'hui, pour beaucoup, sont en application. 5 ans plus tard, vous me posez la question sur le bilan, on est à peu près à 91% d'application du texte, sachant qu'il y avait évidemment dans le texte initial des mesures qui ne devaient rentrer en vigueur qu'au 1er janvier 2025. Je pense notamment aux biodéchets, puisque vous savez qu'aujourd'hui, nos collectivités, nos communes ont obligation de collecter les biodéchets. Ce n'est pas sans une forme de difficulté pour certaines communes. Tout le monde n'a pas la chance d'avoir un jardin, d'avoir suffisamment d'espace, d'avoir la possibilité d'avoir un composteur. Donc se posent pour nous tous collectivement des questions du style apport volontaire, composteur chez soi, dans le collectif, comment est-ce qu'on fait ce qui semble facile pour une maison individuelle. Donc encore, vous voyez un ensemble de questions qui sont directement issues de mesures qui ont été instaurées dans le cadre de la loi AGEC et qu'il faut mettre maintenant en musique, si je peux le dire comme ça. Vous avez aussi un autre secteur qui est relativement récent en termes de mise en œuvre dans le cadre de la loi AGEC, qui est celui, et je pense que vos interlocuteurs aujourd'hui et vos auditeurs seraient particulièrement intéressés, c'est ce que l'on appelle la responsabilité élargie des producteurs appliquée aux matériaux de la construction, enfin du bâtiment, la fameuse REP PMCB pour ceux d'entre vous qui êtes familiarisés avec le jargon de la loi AGEC. Donc tout cela nous interroge aujourd'hui. Et donc moi, en tant que législateur, j'ai été rapporteur de ce texte pour le Sénat, qui était venu en première lecture donc, il y a 5 ans au Sénat. 13 articles au départ, le projet de loi, c'était un projet de loi, sorti du Sénat 103 articles. Tout ça pour vous dire que les débats ont été denses, voilà, parfois même houleux, mais denses.
Et aujourd'hui, le texte, une fois avec son passage à l'Assemblée nationale et notre CMP qui a été conclusive, aujourd'hui, ce texte de loi fait 130 articles. Tout ça pour vous dire, vous voyez, le pense-bête est facile à retenir, 13, 103, 130. Voilà. Donc aujourd'hui, tout ça pour vous dire que ça a été très, très, très enrichi en termes de mesures à mettre en application pour arriver à quoi ? Et là, c'est une vraie question. Quel était l'objectif? C'est de pouvoir inscrire le pays dans la transition écologique à travers ce que l'on appelle l'économie circulaire. Dans économie circulaire, il y a les deux mots qui sont très importants. La circularité, vous connaissez tous ce que c'est, donc je ne vais pas revenir là-dessus, et l'économie, qu'on a tendance parfois à oublier. Et la raison pour laquelle aujourd'hui je travaille sur une mission d'information qui est, j'ai envie de dire, comme une clause de revoyure de la loi AGEC, parce que quand on est parlementaire, qu'on a suivi un texte, il faut, me semble-t-il, c'est ma conviction intime, suivre véritablement son évolution et vérifier si les mesures qui ont été votées pour de bonnes raisons à un moment donné rendent les résultats attendus comme il se doit. Est-ce que les objectifs sont atteints? Est-ce que telle mesure ne mérite pas d'être un petit peu revue, corrigée, etc. Je pense que cette clause de revoyure est importante lorsqu'on est législateur. J'aime beaucoup le rappeler parce que en France, on parle beaucoup d'empilement des textes, mais on ne s'interroge pas toujours sur ce qui peut-être pourrait être enlevé dans nos législations respectives, quel que soit le sujet d'ailleurs. Un autre point qui est important autour de la loi AGEC et que je souhaitais rappeler ce matin, c'est le contexte en fait, dans lequel nous sommes. Notre pays traverse une période de crise, ça n'a échappé à personne, et on entend ici et là le fait que l'écologie est passée un petit peu à la trappe en raison d'autres priorités. Je ne le crois pas vraiment, pour une raison très simple, c'est que l'économie circulaire, pour moi, est un sujet éminemment politique. Et je vais essayer d'exprimer cette idée avec vous ce matin. Pourquoi je dis ça? Parce que, avec l'économie circulaire, se pose à nous collectivement la question de l'innovation, la question de la compétitivité, la question de la souveraineté, et donc, plus globalement, de la stratégie géopolitique de notre pays, puisque l'économie circulaire, vous le savez très bien, c'est quand même la question du déchet devenant ressource. Et qui dit ressource dit captation de gisement, quel que soit d'ailleurs le gisement. Et ça, je crois qu'il faut l'avoir en tête. Et il faut avoir une certaine vision politique de ce que nous souhaitons en faire et quels sont, selon nous, les gisements stratégiques dont il faut, pour lesquels il faut peut-être mettre un tout petit peu plus d'intérêt, un tout petit peu plus de moyens, un tout petit peu plus d'investissement. Je ne veux pas être plus longue, je pourrais vous en parler pendant des heures, mais j'espère avoir répondu à votre première question. Oui, alors une précision, vous avez évoqué cette clause de revoyure et donc cette mission que vous menez actuellement. Donc, à quel horizon allez-vous clôturer cette mission et donc faire le bilan et voir s'il y a des nécessités d'ajustement sur certains points? C'est vrai que je ne l'ai pas dit, vous faites bien de me le rappeler. Alors, je travaille actuellement avec un autre collègue écologiste. Moi, je suis... au Sénat, on travaille de façon très transpartisane. Je pense qu'il est bon de le rappeler. Et donc, je travaille avec un collègue écologiste là-dessus. Et nous devrions rendre nos conclusions début juin. Donc, vous voyez, assez prochainement, pour partager les conclusions auxquelles nous serons arrivés. À cette étape-là, parler de bilan, c'est peut-être un petit peu prématuré parce que je n'ai pas totalement fini les auditions, puisque vous savez comment ça se passe. On a des séries d'auditions. Toutes les parties prenantes sont concernées, sont interviewées. Et nous essayons évidemment de trouver des solutions, proposer des mesures, des solutions sur tel ou tel sujet qui nous semblerait mériter amélioration. D'accord, donc on attendra un petit peu pour ce bilan. Effectivement, je n'ai pas dit... Mais promis, on vous l'enverra. Vous êtes sénatrice LR, effectivement, des Yvelines. Alors, dans la table ronde précédente, quand on a évoqué l'économie circulaire, un point a été soulevé par une des intervenantes, c'est qu'effectivement, l'idée, c'est que le déchet devienne gisement, mais que ce n'est pas toujours si facile que ça à faire accepter. Parfois, d'ailleurs, ça coûte plus cher. Le consommateur ne veut pas forcément payer et parfois, il doute de la performance parce qu'il dit, bon, c'est recyclé, donc c'est moins bien, si je schématise un petit peu.
Ça, est-ce que c'est quelque chose que vous avez anticipé et qu'est-ce qu'on peut faire contre ça? Mais alors, vous posez une question fondamentale, madame, c'est vrai. C'est ce côté un petit peu défiance vis-à-vis de l'économie circulaire que l'on observe aujourd'hui, qui fait partie de cette espèce d'interrogation que l'on a autour de l'écologie. Jusqu'où doit-on aller? Vous voyez, on sent qu'il y a quand même une tendance de la part de certains à, voilà, j'ai envie de dire, à s'en libérer d'une certaine manière. Et je crois que c'est une question fondamentale. Évidemment, cette défiance-là, il faut il faut essayer de conquérir de nouveau la confiance. Et comment est-ce qu'on peut y arriver? Tout simplement en donnant du sens, en expliquant quel est l'intérêt pour nous tous collectivement. L'économie circulaire, c'est quoi? L'économie circulaire, au fond, qui sont les parties prenantes? Vous avez le monde économique, représenté par les entreprises. Je schématise un petit peu, mais vous comprenez voilà, tout ce que cela peut englober. Vous avez évidemment les pouvoirs publics, l'État, les politiques autour de l'économie circulaire que peut mener un État, et notamment la France. Évidemment, moi, c'est ce qui m'intéresse plus spécifiquement. Et puis, vous avez le consommateur. Mais le consommateur, c'est qui? C'est nous tous, parce que les entreprises ou la puissance publique, ce sont des citoyens qui sont derrière. Et je pense qu'il faut trouver le chemin, aussi étroit soit-il, commun, qui permettrait à ces trois parties prenantes de partager une volonté commune pour atteindre des objectifs de transition écologique. Moi, j'aime bien parler de transition écologique parce qu'on est dans une trajectoire. On ne peut pas, d'un coup de baguette magique, arriver à un résultat du jour au lendemain très simplement. Ça se saurait si c'était le cas. Et aujourd'hui, en revanche, il est vrai que vous avez une forme de suspicion entre les différentes parties prenantes. L'État très immersif, très, j'ai envie de dire, souhaitant contraindre, non pas parce qu'il considère que c'est la meilleure façon de faire, mais parce que, au fond, pour moi, ça dénote un petit peu un manque de confiance du monde économique. En se disant, moi, si je n'impose pas un minimum de règles, un minimum de régulation aux entrepreneurs, par exemple, aux entreprises, je risque de ne pas atteindre mes objectifs. L'entreprise se dit, oulala, qu'est-ce qui va nous tomber dessus? Instabilité législative, une loi qu'on fait un jour, qu'on défait le lendemain, ou que l'on enrichit encore différemment le surlendemain. Qu'est-ce que je fais? Je ne fais pas trop confiance à la puissance publique, etc. Donc vous voyez, tout ça contribue en réalité à faire que l'on se regarde parfois en chien de faïence et qu'on ne travaille pas suffisamment ensemble. Et le consommateur que nous sommes, quand même, il faut se dire les choses, on ne le dit pas suffisamment, on a notre part de responsabilité, parce que c'est bien gentil de dire je veux ci, je veux ça, un tel est super, les gentils sont d'un côté, les méchants de l'autre. Mais au fond, nous, consommateurs, on ne se regarde pas suffisamment non plus, parce qu'on est blindé de contradictions. On est blindé de contradictions. On veut à la fois avoir la meilleure connexion possible sans se poser la question de ce que cela suppose derrière en termes d'impact environnemental. On veut avoir le meilleur objet à la mode sans se poser forcément toujours quel est l'impact environnemental derrière. Et dès lors que vous avez de la demande, on peut se raconter toutes les belles histoires qu'on veut, vous avez la production qui va avec. Donc voilà. Je le dis un peu, schématiquement, mais voilà, c'est la réalité de ce que nous vivons. Et je me mets dans l'eau, je vous rassure, je ne suis pas en train de vous dire que ma vie est exemplaire et que moi, l'économie circulaire, j'en mange matin, midi et soir. Ce n'est pas vrai. Donc ça, je crois qu'il faut que nous ayons l'humilité de se le dire et du coup, se dire quel est en réalité notre dénominateur commun pour atteindre des objectifs. Parce que quand même, pour la petite histoire, je rappelle que la France, pour non-atteinte à ses objectifs environnementaux, paye tous les ans plus de 1,5 milliard à l'Union, parce que nous n'atteignons pas nos objectifs. Donc, il y a un enjeu, quand on connaît la dette de notre pays, aussi de quand même toujours garder dans le débat public les sujets environnementaux et l'écologie. C'est pour ça, moi, je reste persuadée que, évidemment, on en parle moins parce que, voilà, c'est pas dans l'air du temps et puis on sent qu'il y a quand même des influences qui s'expriment. On va peut-être en y revenir. Oui. Mais c'est toujours là, c'est toujours d'actualité. C'est ça que je veux dire aujourd'hui.
Alors, un sujet qui a été évoqué évidemment ce matin, c'est le contexte géopolitique plus que turbulent et qui évidemment pèse beaucoup sur les ressources stratégiques. Et on arrive très vite évidemment à la notion de souveraineté, puisqu'on a besoin d'un certain nombre de ressources stratégiques et l'accès à ces ressources peut devenir potentiellement beaucoup plus compliqué. On voit bien qu'il y a une compétition féroce. CF, le deal qui a été annoncé l'autre jour entre les États-Unis et l'Ukraine, enfin c'est vraiment un sujet qui est totalement clé. De votre point de vue, aujourd'hui, on sait qu'en Europe, on est extrêmement dépendant, en France en particulier, mais l'Europe tout entière est extrêmement dépendante, notamment de la Chine dans ce domaine, pour la production, l'extraction et aussi pour le raffinage. Aujourd'hui, la première intervenante, Olivier Lazare, disait l'Europe se réveille un peu tardivement. Est-ce qu'il faut, là vraiment, on est au pied du mur, est-ce qu'il faut accélérer? Est-ce que c'est un sujet dont vous vous emparez et comment vous voyez la situation? Oui, je pense que vous avez évoqué le contexte mondial aujourd'hui. L'Europe se réveille, c'est évident. L'Europe se réveille et la France se réveille aussi. Et ça, je crois que c'est fondamental. Je vais revenir un petit peu en arrière pour répondre le plus précisément possible à votre question. 2015, nous avions eu les accords de Paris. Avec la volonté, c'était de baisser de 2 degrés nos émissions, etc. Enfin bon, avec tout ce que cela suppose. À partir de là, beaucoup d'États se sont engouffrés, évidemment, dans cette très belle perspective. Moi, je trouve que cet accord porte de très belles idées. Mais justement, et c'est pour ça qu'on a le réveil maintenant, peut-être qui peut paraître un petit peu tardif, c'est qu'à aucun moment on ne s'est dit on va s'engouffrer et on va aller dans ce sens-là, en se posant la question, mais comment on va y arriver, avec quels moyens, et où allons-nous puiser ce qui nous est nécessaire, le gisement nécessaire, pour atteindre cet objectif de société décarbonée. Et on a beaucoup, évidemment, misé, et c'est le sens de l'histoire, sur, par exemple, le numérique, sur l'intelligence artificielle maintenant, sur le volet cyber, etc. Or, on sait bien que pour avoir ces capacités, et je crois que c'est un espace nouveau qui s'est ouvert à nous. Quand je dis espace, j'entends un espace public nouveau qui s'est ouvert à nous, nécessite énormément de ressources. Et ces ressources-là, parce qu'on ne les voit pas, on ne les palpe pas de la même manière qu'on peut palper un baril de pétrole. Pardon, la comparaison n'est peut-être pas très bonne, mais c'est pour que vous compreniez un petit peu ce que je souhaite partager avec vous. On s'en est un petit peu désintéressé. Et parce que justement, on avait cette volonté de décarbonation, on s'était dit, on aura besoin de cette ressource critique. On a besoin. Il n'y avait pas d'ambiguïté là-dessus. Mais le fait que ça se passe un tout petit peu loin, ça nous arrange bien quand même, parce que ça nous permet de déculpabiliser sur l'impact environnemental. Parce que c'est ça la réalité, en fait. Ce qu'on appelle les matières critiques, les matières... D'ailleurs, elles ne sont pas rares, on dit rares, mais en fait, c'est pas qu'elles soient rares. Pour les terres rares, elles ne sont pas, effectivement. Elles sont compliquées à extraire et elles nécessitent un impact environnemental très lourd. C'est ça qu'il faut savoir. Donc, on parle plutôt de matières critiques que de matières rares, en réalité. On sait où sont les gisements. La France en a. Je réponds à une partie de votre question. La France en a, mais la France... pour des raisons écologiques, dit moi j'ai pas envie d'extraire chez moi, donc le sujet minier, on va un tout petit peu le mettre de côté, sauf que bon, quand même on sait que on a aussi une mine qui dans l'Allier qui est en train de lithium, voilà, qui existe. Donc on externalise, j'ai envie de dire, l'impact environnemental du sujet, mais pour autant on est intéressé par capter évidemment le gisement. C'est logique. C'est logique, dans tout ce que l'on a dans nos poches, que ce soit nos smartphones, que ce soit... dans tout, quel que soit, je ne sais pas dans quelle entreprise vous travaillez les uns les autres, mais on a tous, je ne sais combien de matières critiques avec nous tous les jours au quotidien dans nos poches. C'est ça la réalité. Si ce n'est qu'on se dit parce qu'on va dématérialiser, on va décarboner, ce qui est vrai, mais on oublie juste qu'il y a un impact environnemental à cela. Et donc l'enjeu du législateur que nous sommes, des politiques, et ça je crois qu'il faut se le dire, il faut être très clair là-dessus, c'est de trouver le bon équilibre entre ce qui est écologiquement acceptable,
parce que l'acceptabilité est fondamentale en matière d'écologie et ce qui est souhaitable en matière d'innovation, de compétitivité et évidemment aussi de tout ce que cela suppose en matière de transition écologique. Donc l'équation est loin d'être simple, hein. On a tendance à dire que parce que c'est décarboné chez nous que tout va bien. Un chiffre quand même, que vous connaissez sans doute, entre 2018 et 2023, donc en 5 ans, il y a eu une étude qui a été faite par Deloitte qui dit en fait quoi? Qui dit que la part de l'économie circulaire en réalité est passée de 9 et quelques pourcents, un peu plus de 9%, à 7%. Ça veut dire qu'on est en régression en fait. Parce qu'on calcule, on voit quels sont les impacts. Donc, cela doit nous interpeller. Déjà, le chiffre n'est pas très élevé, vous le reconnaîtrez. Donc, ça veut dire qu'on a encore un grand gap hein, en matière d'économie circulaire à franchir. Mais ça veut dire aussi que faisons attention, soyons vigilants. On peut aussi perdre du terrain sur ces sujets-là. Donc, les matières critiques sont fondamentales. On sait qu'aujourd'hui, vous avez des enjeux géopolitiques autour des gisements dans le monde. La Chine, ça fait un petit moment déjà qu'elle est sur l'exploitation hein, de ces gisements-là, parce que nous sommes consommateurs, évidemment. Pas que nous, enfin, le monde occidental est consommateur, mais nous avons des gisements aussi en Europe, nous avons des gisements aussi en Europe de l'Est. Donc il y a un enjeu véritablement important pour nous de se dire on en a besoin, on va continuer à l'exploiter, mais faisons, introduisons de l'innovation dans la manière aussi d'exploiter cela. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut arrêter, mon Dieu, quel scandale. Je pense qu'on a une vraie réflexion à mener collectivement pour trouver le bon équilibre pour que ces matériaux critiques ne soient pas juste, j'ai envie de dire, une vue un petit peu abstraite, etc. C'est du réel et ça demande beaucoup d'eau, ça demande beaucoup d'énergie, ça transforme les paysages. C'est ça la réalité des matériaux critiques. Alors effectivement, vous avez évoqué par exemple le projet de mine de lithium dans l'Allier, mais on sait effectivement qu'en termes d'acceptabilité, c'est extrêmement compliqué. Et on l'a vu dans d'autres pays européens, au Portugal, on l'a vu aussi en Serbie, où les populations s'opposent complètement, parce que c'est vrai que c'est beaucoup plus facile d'importer de Chine, où au moins on ne voit pas tout cet impact environnemental. C'est pas chez nous en gros, ce qui est assez hypocrite, mais c'est la réalité. Quel chemin on peut dessiner effectivement entre, vous êtes responsable politique aussi local, entre des populations qui s'opposent et cette nécessité quand même d'avancer parce que c'est une question de souveraineté. Oui, c'est une question de souveraineté et plus que jamais, j'ai envie de dire. Et moi, je crois que nous n'avons pas assez fait, je me mets là-dedans, hein, la classe politique n'a pas fait suffisamment de pédagogie et d'explication, d'accompagnement de ce que sont nos textes législatifs en matière environnementale de façon générale et puis peut-être aussi sur la loi d'économie circulaire. Il y a de vrais enjeux aussi. Je vais revenir en tant que sénatrice à un sujet qui est éminemment territorial, vos déchets, mesdames et messieurs. C'est-à-dire que je ne sais pas dans quelle commune vous vivez, mais quelle que soit la commune en France dans laquelle vous vivez, vos déchets, j'ose l'espérer, sont tous les jours, tous les 3 jours, une fois par semaine, qu'importe, ramassés, traités, etc. Rentrent dans un process. Ce n'est pas le cas partout en Europe. Hein. Il faut savoir que nous n'avons pas forcément la même politique de gestion des déchets. Mais ça commence par là, en fait, hein, cette politique d'économie circulaire et cette capacité d'accepter, de faire accepter par la population de ce que fondamentalement nous devons faire en matière d'équilibre, y compris d'impact environnemental de cela. Moi, je dis toujours, et je le dis volontairement quand vous dites, moi je suis Madame Économie circulaire du Sénat, parce que je préside le groupe d'études économie circulaire, mais moi j'aime bien le dire un petit peu par boutade, je suis Madame Déchets du Sénat. Parce que c'est ça, en fait, hein, ça démarre par nos déchets en tant que consommateurs au quotidien. C'est moins sexy, je vous l'accorde, voilà. Mais c'est ça la réalité, et donc ça nous renvoie à nous consommateurs dans nos choix de vie, dans nos choix de consommation, dans notre volonté de nous impliquer par quelque chose de très simple, ne serait-ce que notre capacité à bien trier nos déchets. Voyez ?
Je ne vais pas vous dire acheter ceci ou acheter cela, ce n'est pas mon job. Hein. Ça, c'est la liberté de chacun. En revanche, une fois que vous avez acheté quelles que soient les denrées, à un moment donné, il faut quand même que vous les mettiez dans votre poubelle, ce qui en reste en tout cas. Et ça, vous avez votre part de responsabilité. Et ça, c'est fondamental pour nous, les collectivités. Parce que sur la chaîne de tous ces traitements-là, vous avez les collectivités qui viennent ramasser vos poubelles. Ces poubelles sont triées. Quand le tri est bien fait à la base, ça crée moins de déchets qui vont à l'enfouissement ou qui vont en incinération. Donc vous avez une meilleure récupération de la ressource éventuelle qu'il peut y avoir dans les déchets. Cette ressource a une valeur. Cette valeur peut être, on peut parler de recyclage, réemploi, enfin, vous voyez toute la thématique de l'économie circulaire, mais surtout ça finance aussi un service que pour vous consommateurs est important aussi. Donc je pense que cette espèce de vertu territoriale que les collectivités portent est importante à expliquer à nos concitoyens parce que ça rejoint plus largement l'acceptabilité de l'ensemble de nos démarches vis-à-vis en fait de l'écologie et de la transition écologique. Et ça démarre, voilà, tout ça pour dire que ça démarre vraiment très basiquement du terrain et ensuite ça prend des proportions parce que plus on sera performant dans notre capacité de collecter nos déchets, moins on aura besoin d'aller puiser dans ce qui est de la ressource naturelle. Voilà, et la boucle est bouclée. Bien sûr. Il ne faut pas se faire d'illusions. On aura toujours besoin de mines. Hein. Je ne suis pas en train de vous dire que l'économie circulaire va tout résoudre, mais elle va sensiblement atténuer l'impact que l'on aura sur notre environnement collectivement. Et ça, je le crois fondamentalement. Très bien, eh bien, on arrive au terme de cette session. Alors peut-être effectivement un mot de conclusion de cette matinée. Pour vous, les principaux défis, alors vous l'avez dit, là il y a un défi de partir du terrain et de bien comprendre les différentes étapes et de bien faire passer les messages. Dans l'attente des résultats de la mission que vous pilotez actuellement, aujourd'hui, le principal défi pour vous, quel est-il ? En fait, c'est de comprendre que nous avons tous intérêt à nous engager dans l'économie circulaire et justement de trouver ce point de dénominateur, ce petit chemin, ce dénominateur commun entre toutes les parties prenantes de l'économie circulaire. Ça, c'est fondamental. Je pense que cette compréhension n'est pas encore suffisamment dans les esprits. Sans culpabilisation aucune. Moi, je crois qu'il faut arrêter de raisonner en matière d'écologie en se disant il y a les gentils et les méchants. On est tous sur le même bateau. Ce que feront les supposés gentils ou les supposés méchants va nous impacter tous. Donc, je crois que là-dessus, il faut qu'on se parle plus, qu'on explique, nous, législateurs, mieux ce vers quoi nous tendons et pourquoi nous le faisons. Quand on vous dit de trier, si on ne vous explique pas pourquoi il faut trier, pourquoi voulez-vous le faire? Enfin, voilà, c'est basique. Donc, moi, je pense que nous devons véritablement axer beaucoup sur la prévention, l'investissement que l'on doit faire. Vous savez, pardon, je suis un tout petit peu longue, mais je crois que c'est important. Pour ceux d'entre vous qui ont lu le rapport de Pisani-Ferry, il y a des choses à prendre, d'autres à laisser. Un chiffre quand même qui est éloquent, c'est 3 000 milliards d'euros nécessaires pour que la France atteigne ses objectifs en 2030. Quand vous connaissez la dette du pays aujourd'hui, voilà, moi je vous laisse imaginer ce qu'il faudrait que l'on fasse les uns et les autres. Je n'ai pas la solution. Mais c'est quand même ça qu'il faut avoir en tête. Nous devons continuer à véritablement co-construire une vraie vision d'économie circulaire pour notre pays. J'y crois profondément. Très bien, eh bien merci beaucoup Madame la sénatrice pour ce mot de conclusion.